Il y a des histoires qui nous rappellent que les apparences sont souvent trompeuses, et que derrière les façades les plus lisses se cachent parfois les vérités les plus sombres. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un père, d'une fille, et d'une confiance trahie au cœur de la saison la plus magique de l'année. C'est un conte moderne sur le deuil, la manipulation, et la force insoupçonnée de l'amour paternel. Ces horreurs. Ta mère avait un goût épouvantable et elle ruine mon sapin de Noël. La voix d'une femme siffla, acerbe. D'un geste brusque, elle arracha une petite décoration artisanale des mains d'une fillette de 7 ans. Maintenant, prends cette boîte de camelote et jette-la dans la cheminée. La petite fille fondit en larmes, serrant contre elle la boîte contenant les plus précieux ornements de sa défunte mère, tentant désespérément de les protéger. Sa belle-mère se croyait seule, purgeant enfin la maison des fantômes du passé. Ce qu'elle ignorait, c'est que le nouveau jardinier, debout juste derrière les portes vitrées ouvertes, le visage figé en un masque de fureur glaciale, n'était autre que le père milliardaire de la petite fille. « Papa, tu penses que maman peut voir notre sapin de Noël depuis le ciel ?» demanda Amara, ses petits doigts traçant le cadre de la photographie qu'elle tenait. Marc Chevalier regarda sa fille de 7 ans, ses yeux bruns et chauds, si semblables à ceux de sa mère, voilés d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il s'assit à côté d'elle sur le couvre-lit rose et passa doucement son bras autour de ses épaules. « Je suis certain qu'elle peut voir tout ce que tu fais, ma chérie, dit-il doucement. Ta maman veille toujours sur toi. » Amara hocha la tête, serrant plus fort contre sa poitrine la photographie de sa mère, Jasmine. La chambre était silencieuse, à l'exception des faibles éclats de rire qui montaient de l'étage inférieur où Victoire recevait ses amis. « Voudrais-tu descendre ? Émilie a préparé ces biscuits au chocolat que tu aimes tant, suggéra Marc. Amara secoua la tête. « Je veux rester ici. » Marc fronça les sourcils. 2 ans plus tôt, après que Jasmine eut perdu sa bataille contre le cancer, Amara aurait sauté sur l'occasion. Elle était une enfant si joyeuse et créative, toujours en train de dessiner, de parler. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Elle se repliait sur elle-même, parlait moins, ses dessins s'assombrissaient. « Tout va bien à l'école ?» tenta-t-il à nouveau. « L'école va bien, » répondit Amara, se détournant légèrement. Marc soupira. 6 mois auparavant, il avait épousé Victoire Lagrange, espérant donner à nouveau une figure maternelle à Amara. Victoire était belle, charmante, et issue d'une grande famille parisienne. Leur mariage avait fait la une de tous les grands magazines, le milliardaire de la tech et l'ancien mannequin, un couple parfait sur le papier. Monsieur Chevalier. La porte de la chambre s'entr'ouvrit et Émilie, leur cuisinière, passa la tête. Madame Lagrange demande quand vous rejoindrez la réception. Dites-lui que je descends bientôt, répondit Marc. Après le départ d'Émilie, Marc déposa un baiser sur le sommet de la tête d'Amara. Tu es sûr de ne pas vouloir descendre, juste un petit moment ? Victoire ne veut pas de moi là-bas, murmura Amara si bas que Marc faillit ne pas l'entendre. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire ? Bien sûr que si. Amara se contenta de secouer la tête et se tourna à nouveau vers la photographie. Marc descendit dans le salon bondé de leur magnifique demeure de la vallée de Chevreuse. Une douce mélodie de jazz flottait dans l'air tandis que des serveurs proposaient champagne et petits fours à une vingtaine de personnes du gratin parisien. Victoire, éblouissante dans une robe rouge qui soulignait sa silhouette de mannequin, glissa immédiatement à ses côtés. « Te voilà, mon chéri, » dit-elle, son sourire parfaitement orchestré. Tout le monde demandait après toi. Désolée, je prenais des nouvelles d'Amara. Le sourire de Victoire s'estompa légèrement. Elle est toujours dans sa chambre ? Je lui avais pourtant dit qu'elle pouvait se joindre à nous si elle le voulait. Elle n'est pas d'humeur très sociable ce soir, dit Marc, étudiant le visage de sa femme. Fut-ce un éclair de soulagement qu'il crut déceler dans ses yeux ? La pauvre petite, dit Victoire en lui serrant le bras. Elle est probablement juste fatiguée. Les enfants ont besoin de routine. Tout au long de la soirée, les pensées de Marc ne cessèrent de revenir à Amara. Les changements dans son comportement avaient commencé si progressivement qu'il les avait à peine remarqués au début, mais maintenant, il ne pouvait plus les ignorer. Elle était plus silencieuse, surtout en présence de Victoire. Ses œuvres, autrefois si colorées, étaient devenues sombres, traversées de lignes noires épaisses et de teintes funèbres. Après le départ du dernier invité, Marc trouva Victoire dans leur chambre, retirant ses bijoux. « Tu ne trouves pas qu'Amara semble différente ces derniers temps ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. Victoire plaça ses boucles d'oreilles en diamant dans leur écrin de velours avant de répondre. Différente comment ? Plus silencieuse, renfermée, moins heureuse. Victoire se tourna vers lui avec un sourire rassurant. Marc, elle s'adapte à notre nouvelle famille.
Ces choses prennent du temps. Elle a perdu sa mère si jeune. Il y aura forcément des hauts et des bas émotionnels. Je suppose que tu as raison, dit Marc, pas entièrement convaincu. Bien sûr que j'ai raison, dit Victoire en traversant la pièce pour l'embrasser légèrement. Elle ira bien. Nous devons juste être patients. 3 jours plus tard, Marc rentra tard d'une réunion d'affaires à la Défense. La maison était silencieuse alors qu'il montait à l'étage, s'arrêtant pour voir Amara. Son lit était vide. Une bouffée de panique le traversa jusqu'à ce qu'il entende un petit reniflement provenant de son placard. Ouvrant doucement la porte, il trouva Amara assise par terre, pleurant en silence. Elle serrait une photographie de Jasmine contre sa poitrine. « Amara, qu'est-ce qui ne va pas ?» Marc s'agenouilla à côté d'elle, le cœur brisé à la vue de ses larmes. Amara s'essuya rapidement les yeux. « Rien, dit-elle trop vite. Tu peux tout me dire, ma puce. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je suis juste fatiguée, dit Amara, reprenant l'excuse que Victoire lui avait donnée quelques jours plus tôt. Marc l'aida à se remettre au lit, l'aborda et lui embrassa le front. « Je t'aime, Amara, plus que tout au monde. »« Moi aussi, papa, » murmura-t-elle en fermant les yeux. Marc ne put dormir cette nuit-là. L'image d'Amara pleurant seule dans son placard le hantait. Le lendemain matin, il appela son enseignante, Madame Dubois. « Elle semble plus renfermée ces derniers temps, » confirma Madame Dubois. « Elle fait toujours son travail, mais elle ne participe plus autant aux discussions en classe ou ne joue plus avec les autres enfants pendant la récréation comme avant. » Cet après-midi-là, Marc appela son plus vieil ami et chef de la sécurité, Jacques Lambert, lui demandant de le retrouver à son bureau. Jacques arriva rapidement, son passé militaire évident dans sa posture droite et ses yeux vifs. « Que se passe-t-il, Marc ? Tu semblais inquiet au téléphone. »« C'est à propos d'Amara, » dit Marc, arpentant son bureau. Le mur de fenêtre derrière lui offrait une vue imprenable sur les toits de Paris. « Quelque chose ne va pas à la maison. Que veux-tu dire ?» Marc expliqua les changements qu'il avait remarqués chez sa fille, l'incident des pleurs et ses soupçons croissants que quelque chose se passait en son absence. « Tu penses que Victoire pourrait la maltraiter ? » demanda Jacques prudemment. « Je ne sais plus quoi penser, » admit Marc. « Quand j'interroge Victoire, elle a des réponses parfaites, mais mon instinct me dit que quelque chose cloche. Nous pourrions installer des caméras, suggéra Jacques. Marc secoua la tête. Cela ressemble à une violation de la vie privée, et si je me trompe, je pourrais détruire mon mariage pour rien. Ils discutèrent des options pendant 20 minutes avant que Marc ne s'arrête brusquement de marcher. Je dois voir par moi-même, dit-il. Comment elles interagissent quand elles pensent que personne ne regarde. À quoi penses-tu ? Demanda Jacques. Je vais dire à Victoire que j'ai un voyage d'affaires d'urgence à Genève pour 3 jours, mais au lieu de partir, je resterai pour observer. Observer comment ? Elle te reconnaîtrait, Marc. Marc sourit sombrement. Pas en tant que nouveau jardinier. Ce soir-là, Marc annonça à Victoire l'urgence à Genève qui nécessitait son attention immédiate. C'est un timing malheureux avec Noël dans seulement 2 semaines, dit-il, observant attentivement sa réaction. Combien de temps seras-tu parti ? Demanda Victoire en posant son verre de vin. 3 jours, probablement. L'équipe a besoin de moi sur place pour gérer la situation. Eh bien, Amara et moi nous en sortirons très bien, dit Victoire avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Ne t'inquiète pas pour nous. Le lendemain matin, Victoire et Amara firent un signe de la main alors que la voiture de Marc quittait l'allée. 1 kilomètre plus loin, il changea de véhicule et retrouva Jacques dans un petit hôtel. 2 heures plus tard, Mike le jardinier émergea, avec une barbe, des lunettes, des vêtements différents et une casquette de baseball vissée sur la tête. En se regardant dans le miroir, Marc se reconnut à peine. « N'oublie pas, » dit Jacques en lui tendant un petit stylo caméra. « Documente tout. » Cet après-midi-là, Jacques présenta le nouveau jardinier temporaire au personnel de la maison. Depuis sa position, taillant les haies devant la fenêtre du salon, Marc se figea en entendant la voix de Victoire changer complètement une fois que le personnel fut parti pour la journée. « Maintenant que papa est parti, nous allons établir quelques règles, Amara, dit-elle, toute chaleur ayant disparu de son ton. L'estomac de Marc se noua alors qu'il réalisait que ses pires craintes pourraient être vraies. Il regarda à travers la fenêtre, stupéfait par le changement soudain dans la voix de Victoire. Fini la belle-mère chaleureuse et aimante. À sa place se tenait quelqu'un de froid et d'inconnu. Première règle, continua Victoire, la voix tranchante. Pas de pleurs. Deuxième règle, tu mangeras ce que je te donne, quand je te le donne. Et troisièmement, les règles de ton père ne s'appliquent pas quand il n'est pas là. Amara se tenait silencieusement,
ses petites épaules tendues. Oui, Victoire, murmura-t-elle. Marc serra fermement son sécateur. Il dut se rappeler de continuer à tailler les buissons, de maintenir sa couverture. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce ainsi que Victoire parlait toujours à Amara quand il était absent? Je donne le reste de la semaine au personnel, annonça Victoire à la gouvernante, au majordome et aux 2 autres employés qui se tenaient dans l'entrée. Monsieur Chevalier l'a approuvé comme un congé de Noël anticipé. La gouvernante, Madame Mercier, fronça légèrement les sourcils. Nous tous, Madame? Qui s'occupera des repas de Mademoiselle Amara? Je suis parfaitement capable de m'occuper de ma belle-fille, dit Victoire avec un sourire pincé. Et Émilie sera toujours là pour cuisiner. Très bien, Madame Lagrange, dit le majordome, bien qu'il ait échangé un regard inquiet avec Madame Mercier. Marc regarda le personnel rassemblé à contre-cœur ses affaires. Plusieurs d'entre eux jetèrent un œil vers la cuisine, où Amara était assise tranquillement en train de colorier. Madame Mercier fit même un pas dans cette direction avant que Victoire ne l'intercepte en douceur. Inutile de lui dire au revoir et de la contrarier, dit Victoire. Elle ira bien. Une fois les voitures du personnel éloignées de la propriété, Marc déplaça son travail de jardinage vers le potager, juste à l'extérieur des grandes fenêtres de la cuisine. À l'intérieur, tout le comportement de Victoire changea. Elle se tenait plus droite, son visage détendu dans une froide indifférence alors qu'elle entrait dans la cuisine où Amara était assise. « Qu'est-ce que tu dessines maintenant ?» demanda Victoire, d'un ton ennuyé. « C'est notre famille, dit Amara doucement. Tu vois, c'est papa, c'est toi et c'est moi. Et ça, c'est maman au ciel qui veille sur nous. » Marc pouvait voir le dessin depuis sa position. Amara avait dessiné un ange à la peau mate et au sourire éclatant flottant au-dessus de la famille. Victoire ramassa le dessin. « Les anges n'existent pas, Amara. Ta mère est morte. Elle ne peut rien voir. » Le visage d'Amara se décomposa. « Papa dit qu'elle peut nous voir. Ton père dit beaucoup de choses pour que tu te sentes mieux, dit Victoire en reposant le dessin. Finis ton jus sans le renverser cette fois. » Comme si elle avait été prise au mot, la main d'Amara trembla et une petite quantité de jus d'orange déborda du verre sur la table. « Pour l'amour du ciel, claqua Victoire. Tu ne peux donc rien faire correctement? Nettoie ça immédiatement. »« Je suis désolée, dit Amara, attrapant une serviette et essuyant rapidement le jus. Les mains de Marc tremblaient de colère alors qu'il taillait agressivement un rosier. Il dut se forcer à ralentir pour ne pas se trahir. Il devait tout documenter. À l'heure du déjeuner, Émilie la cuisinière prépara des sandwichs pour Amara et Victoire. Marc remarqua comment Émilie donna un biscuit supplémentaire à Amara quand Victoire ne regardait pas, lui faisant un clin d'œil. « Pourquoi la table est-elle mise pour 2 dans la salle à manger ?» demanda Victoire à Émilie en fronçant les sourcils. « Je pensais que vous et Mademoiselle Amara mangeriez ensemble, madame. » Répondit Emily. « Amara mangera dans la cuisine, dit fermement Victoire. Je serai dans la salle à manger. J'ai des appels à passer. » Marc regarda Amara s'asseoir seule à la table de la cuisine tandis que Victoire mangeait dans la salle à manger formelle, parlant bruyamment au téléphone avec ses amis. « La fête de Noël va être incroyable, disait Victoire dans son téléphone. J'ai engagé le meilleur décorateur de Paris. Tout sera blanc et or cette année. Si élégant. Oui, Marc et sa fille seront là, bien sûr. Non, je m'occupe de tout. » Après le déjeuner, Amara se dirigea vers le grand placard de rangement près du salon. Marc déplaça son travail vers les parterres de fleurs de devant, d'où il pouvait voir à travers les fenêtres. « Que fais-tu » demanda Victoire, terminant son appel téléphonique en voyant Amara ouvrir le placard. « Je voulais regarder les décorations de Noël, dit Amara. Papa a dit que nous pourrions bientôt monter le sapin. Nous n'utiliserons pas ces vieilles décorations, dit Victoire en s'approchant pour fermer la porte du placard. J'en ai commandé de toutes nouvelles. Mais qu'en est-il des ornements spéciaux ? Demanda Amara, la voix légèrement tremblante. Ce que maman a fait ? Victoire marqua une pause, puis éclata de rire. Ces horribles choses. Nous optons pour un sapin de créateur cette année, blanc et or uniquement. Marc vit le visage d'Amara se décomposer, mais la petite fille ne pleura pas. Elle hocha la tête en silence et s'éloigna du placard. Dans l'après-midi, Amara retourna à son dessin à la table de la cuisine. Elle termina soigneusement l'image de sa famille avec sa mère en ange. Quand elle eut fini, elle la montra à Émilie. « C'est magnifique, mademoiselle Amara, dit chaleureusement Émilie. Votre maman adorerait. On peut le mettre sur le réfrigérateur ? Demanda Amara avec espoir. Laisse-moi voir ça,
dit Victoire, apparaissant soudainement dans l'embrasure de la porte. Elle prit le dessin des mains d'Amara. Ce n'est pas très bon, Amara. Les proportions sont complètement fausses, et les anges n'existent pas. Mais papa met toujours mes dessins sur le réfrigérateur, dit doucement Amara. Eh bien, papa n'est pas là, n'est-ce pas? Répondit Victoire. Va te laver les mains pour le dîner. Quand Amara quitta la pièce, Marc regarda avec incrédulité Victoire froisser le dessin et le jeter à la poubelle. Émilie, qui coupait des légumes au comptoir, pinça les lèvres, mais ne dit rien. Une fois le dîner terminé, Victoire dit à Amara de monter prendre un bain. Tu peux me lire une histoire après? Demanda Amara. Je sors avec des amis ce soir, dit Victoire en consultant sa montre. La baby-sitter sera là dans 20 minutes. Mais papa me lit toujours une histoire, protesta Amara. Eh bien, je ne suis pas ton père, n'est-ce pas? Claqua Victoire. Monte maintenant. Après qu'Amara fut montée péniblement, Marc se retira dans la cabane de jardin où il logeait. À l'intérieur, il sortit le stylo caméra caché de sa poche et téléchargea les images de la journée sur son ordinateur portable. Ses mains tremblaient de rage alors qu'il appelait Jacques. C'est pire que ce que je pensais, dit Marc doucement au téléphone. Elle est cruelle avec Amara. Froide, rien à voir avec son comportement quand je suis là. As-tu assez de preuves? Demanda Jacques. J'en ai besoin de plus, dit Marc. Elle est prudente. Elle ne frappe pas Amara ou quoi que ce soit qui laisserait des marques. C'est entièrement psychologique. Cela peut être tout aussi destructeur, souligna Jacques. Je sais, soupira Marc. Je n'arrive pas à croire que j'ai manqué ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait entrer cette femme dans notre maison. Après avoir terminé l'appel, Marc regarda à travers les fenêtres une adolescente arrivée. La baby-sitter. Victoire lui donna de brèves instructions avant de partir dans sa voiture de luxe. De sa position à l'extérieur, Marc pouvait voir la baby-sitter s'asseoir immédiatement sur le canapé et commencer à envoyer des SMS sur son téléphone, ignorant complètement Amara, qui était assise seule dans sa chambre. Marc se glissa plus près de la maison, s'arrêtant sous la fenêtre d'Amara. Il pouvait voir sa fille assise sur son lit, regardant des photos de sa mère. Elle ne pleurait pas, suivant probablement la règle de Victoire, mais son visage montrait une tristesse qu'aucun enfant ne devrait ressentir. 2 heures plus tard, Victoire n'était toujours pas rentrée. Marc se retira dans la cabane de jardin pour la nuit, examinant les images qu'il avait recueillies. Il prenait des notes lorsque son téléphone vibra avec un message de Jacques. Tu dois vérifier le grenier. Le système de sécurité a montré que Victoire y est montée plusieurs fois quand tu es absent. Marc fronça les sourcils au message. Que pouvait bien cacher Victoire dans leur grenier? Demain, il le découvrirait. Marc fixa l'écran de son téléphone, relisant le message de Jacques. Le grenier. Bien sûr. Il devait voir ce que Victoire y cachait. Le matin arriva avec un ciel gris et une légère bruine. Un temps parfait pour le jardinage, pensa Marc en abaissant sa casquette. À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Victoire en tenue de sport, consultant sa montre. La sonnette retentit. Un homme grand, en tenue de sport entra. Le coach personnel de Victoire. Marc sut que c'était sa chance. Avec Victoire occupée dans la salle de sport à domicile pendant au moins 1 heure, il pouvait explorer le grenier. Marc entra discrètement par la porte de service en utilisant ses propres clés. Il savait exactement quelles marches éviter pour ne pas faire de bruit. La maison semblait différente lorsqu'il s'y déplaçait en tant que Mike le jardinier plutôt que Marc, le propriétaire. La porte du grenier se trouvait au bout du couloir du 2e étage. Marc la déverrouilla et pénétra dans l'espace poussiéreux. La lumière du soleil filtrait à travers de petites lucarnes, illuminant des particules de poussière en suspension. Marc alluma sa lampe de poche. Derrière des boîtes de décoration de Noël et de vieux meubles, Marc remarqua plusieurs cartons qui semblaient plus récents que les autres. Il ouvrit le premier et se figea. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos de famille. Des photos qui auraient dû être exposées dans toute la maison. Des photos d'Amara bébé avec Jasmine, des photos d'anniversaire, de vacances, et des visites à l'hôpital pendant les derniers mois de Jasmine. Elle efface Jasmine, se murmura Marc, la voix tendue de colère. La 2e boîte contenait les projets scolaires et les œuvres d'art d'Amara, des peintures et des bricolages colorés que Victoire avait prétendu avoir perdus. Derrière ces boîtes, Marc trouva quelque chose d'encore plus troublant, un petit coffret verrouillé. Utilisant un trombone de sa poche, il parvint à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient les bijoux de Jasmine que Marc avait gardés pour Amara quand elle serait plus grande. Des pièces qu'il pensait être en sécurité dans le coffre de sa chambre.
Alors que Marc s'apprêtait à fermer le coffret, il remarqua une enveloppe glissée au fond. Il la sortit et reconnut immédiatement l'écriture. Madame Mercier, la nounou bien-aimée d'Amara, qui était avec eux depuis sa naissance. La lettre lui était adressée, datée de 6 semaines. Cher Monsieur Chevalier, je me sens obligée de vous écrire directement au sujet de mon départ. Madame Lagrange m'a demandé de vous dire que je pars m'occuper de ma sœur malade en Bretagne. Ce n'est pas vrai. Madame Lagrange a mis fin à mon contrat et a menacé de fournir de mauvaises références si je vous contactais. Ma préoccupation n'est pas pour moi-même, mais pour Amara. Ces dernières semaines, j'ai observé Madame Lagrange lui parler durement lorsque vous n'êtes pas présent. Amara n'est plus l'enfant heureuse qu'elle était. S'il vous plaît, veillez attentivement sur elle. Avec respect et inquiétude, Marguerite Mercier. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il pliait soigneusement la lettre et la mettait dans sa poche. Victoire avait renvoyé Madame Mercier et avait menti à ce sujet. Combien d'autres mensonges avait-elle raconté? Il prit rapidement des photos de tout avec son téléphone avant de remettre les boîtes à leur place d'origine. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son pied heurta quelque chose qui produisit un son métallique. En se penchant, Marc trouva une petite poubelle contenant plusieurs cadres photos au verre brisé. À l'intérieur, d'autres photos de famille. Jasmine tenant Amara nouveau-né, le jour du mariage de Marc et Jasmine, le 5e anniversaire d'Amara. Le verre avait été délibérément brisé. Marc entendit des pas dans l'escalier et éteignit rapidement sa lampe de poche. Il se glissa derrière une grande armoire juste au moment où la porte du grenier s'ouvrit. « Bonjour. Il y a quelqu'un ici ?» C'était Émilie, la cuisinière. Marc sortit de sa cachette. « C'est moi, Émilie. »« Mike, le jardinier. » Émilie parut surprise, puis soulagée. « Oh, vous m'avez fait peur. » Elle baissa la voix. « Vous n'êtes pas vraiment le jardinier, n'est-ce pas, Monsieur Chevalier ?» Marc était choqué. « Comment avez-vous ? » « Je travaille pour votre famille depuis 5 ans, dit doucement Émilie. Une barbe et des lunettes ne changent pas votre façon de vous tenir ou de parler à Amara. » Après un instant, Marc hocha la tête. « Quelqu'un d'autre le sait ? » « Non, et je ne dirai rien, promit Émilie. « Je suis contente que vous soyez là. Les choses ne vont pas bien depuis. Depuis que Victoire est arrivée, termina Marc. Je commence à le voir. » Émilie jeta un regard nerveux vers les escaliers. Madame Lagrange aura fini son entraînement dans 15 minutes. Vous devriez partir. Mais d'abord, elle sortit son téléphone. Vous devriez savoir que la cuisine a des caméras de sécurité. Pour des raisons d'assurance, elles enregistrent tout. Elle montra à Marc l'écran de son téléphone, affichant des séquences vidéo de Victoire jetant les dessins d'Amara, parlant durement à l'enfant, et une fois, jetant le petit déjeuner inachevé d'Amara à la poubelle en disant « Si tu ne peux pas manger plus vite, tu ne manges pas du tout. » J'ai sauvegardé des copies de tout, dit Émilie. Je savais que quelque chose n'allait pas. Merci, Émilie, dit Marc, la voix pleine d'émotion. Merci de veiller sur ma fille. De retour dans le jardin, Marc appela Madame Mercier. Elle répondit à la 2e sonnerie. Bonjour, Madame Mercier. C'est Marc Chevalier. Il y eut une pause. Monsieur Chevalier, j'espérais que vous appelleriez. J'ai trouvé votre lettre, dit Marc. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que Victoire vous avait renvoyé. Elle a menacé de ruiner ma réputation si je vous contactais, expliqua Madame Mercier, sa voix tremblant légèrement. Elle a dit que personne ne me croirait plutôt qu'elle. Je vous crois, l'assura Marc. Pouvez-vous tout me raconter ? Madame Mercier décrivit comment Victoire changeait complètement lorsque Marc quittait la maison, comment elle critiquait constamment Amara, la faisait manger seule et cachait les photos de Jasmine. La goutte d'eau a été quand j'ai trouvé Amara en pleurs dans son placard. Dit Madame Mercier. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a dit que Victoire lui avait dit que sa mère ne l'aimait pas assez pour continuer à se battre contre son cancer. C'est là que j'ai confronté Madame Lagrange. Elle m'a renvoyé le jour même. Marc se sentit mal. Je vais arranger ça, Madame Mercier. Seriez-vous prête à revenir ? Sans hésiter une seconde, Monsieur Chevalier. Cet enfant est tout pour moi. Après avoir terminé l'appel, Marc reprit son travail de jardinage, se déplaçant vers les rosiers près de la salle à manger. À l'intérieur, il pouvait voir Victoire au téléphone, riant avec quelqu'un. Bien sûr que la fête de Noël a toujours lieu, disait-elle. J'ai invité tout ce qui compte à Paris. Non, le coup n'importera pas à Marc. Il ne regarde jamais ses factures de toute façon. Marc était si concentré sur Victoire qu'il ne remarqua pas la voiture de luxe noire qui entrait dans l'allée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Un homme grand,
la quarantaine, en sortit, regardant la maison en fronçant les sourcils. Alors que l'homme s'approchait de la porte d'entrée, Marc le reconnut sur des photos. Robert Lagrange, le frère de Victoire. Cela n'était pas dans ses plans. Robert le reconnaîtrait-il? Le dirait-il à Victoire? La sonnette retentit, et Marc se rapprocha de la fenêtre de la salle à manger pour écouter. Robert. La voix de Victoire était pleine de surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Un frère ne peut-il pas rendre visite à sa sœur? La voix de Robert était agréable mais froide, surtout quand elle ne répond pas à ses appels. J'ai été occupé avec les vacances. Entre. Marc regarda à travers la fenêtre alors qu'il se déplaçait vers le salon. Leur conversation était à peine audible. Où est Marc? Demanda Robert en regardant autour de lui. Genève, urgence professionnelle, répondit Victoire en agitant la main. Et Amara? À l'étage, dans sa chambre, là où les enfants doivent être quand les adultes parlent. Robert fronça les sourcils. Tu disais la même chose quand nous étions enfants. Juste avant de faire quelque chose de cruel. Ne commence pas, Robert, l'avertit Victoire. Je ne suis plus la même personne. Vraiment? La défia Robert. Mère et père ont peut-être cru à ton numéro de fille parfaite, mais j'ai toujours vu clair dans ton jeu. Leurs voix baissèrent trop pour que Marc puisse en entendre plus. Il se déplaça vers une autre section du jardin, faisant semblant d'arracher les mauvaises herbes lorsque Robert sortit environ 20 minutes plus tard, marchant droit vers lui. Vous devez être le nouveau jardinier. Marc garda la tête baissée. Oui, monsieur. Mike. J'ai commencé hier. Étrange période de l'année pour engager un jardinier, remarqua Robert en l'étudiant. Juste quelques préparatifs pour l'hiver, monsieur, répondit Marc, gardant une voix rauque. Robert semblait sur le point de s'éloigner, puis s'arrêta. Ma sœur, est-elle gentille avec la petite fille? Marc leva les yeux, surpris par la question. Je ne vais pas beaucoup à l'intérieur, monsieur. Robert hocha lentement la tête. Les schémas familiaux ont tendance à se répéter. Ma sœur a toujours été douée pour cacher qui elle est vraiment. Il tendit à Marc une carte de visite. Si vous voyez quoi que ce soit d'inquiétant, appelez-moi. Après le départ de Robert, Marc regarda la carte. Robert Lagrange, pédopsychiatre, hôpital Necker-enfant malade. Marc glissa la carte dans sa poche, juste au moment où son téléphone vibra avec un SMS d'Émilie. Venez à la maison maintenant. Madame Lagrange fouille la chambre d'Amara à la recherche de quelque chose, et la petite est en larmes. Marc se précipita vers la maison, retirant ses gants de jardinage. À travers la fenêtre de la chambre d'Amara, il pouvait voir Victoire jeter des vêtements de la commode sur le sol. Où est-il? Exigea Victoire, sa voix assez forte pour être entendue de l'extérieur. Je sais que tu l'as pris dans ma boîte à bijoux. Amara se tenait dans un coin de sa chambre, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Je n'ai rien pris, je le promets. Marc voulait faire irruption sur le champ, mais il se força à s'en tenir à son plan. Il devait tout documenter. Il se positionna sous la fenêtre, enregistrant avec son stylo caméra. Ne me mens pas, claqua Victoire en ouvrant un autre tiroir. Mon bracelet en diamant a disparu, et tu étais dans ma chambre hier. Je regardais juste les photos, murmura Amara. Je n'ai pas touché à tes bijoux. Victoire attrapa le bras d'Amara. Si je découvre que tu mens. Émilie apparut dans l'embrasure de la porte avec un verre d'eau. Madame Lagrange, j'ai trouvé votre bracelet. Il était tombé derrière votre coiffeuse quand le service de nettoyage est passé hier. Victoire lâcha immédiatement le bras d'Amara. Son visage passa de la colère au calme si rapidement que c'en était effrayant. Oh, eh bien. Elle rajusta son chemisier. Nettoie ce désordre, Amara, et reste en dehors de ma chambre. Après le départ de Victoire, Émilie s'agenouilla à côté d'Amara, l'aidant à ramasser les vêtements éparpillés. Marc regardait, le cœur brisé pour sa fille, qui s'efforçait de ne pas pleurer bruyamment. Le matin passa lentement. Marc trouvait constamment des raisons de travailler près des fenêtres où il pouvait observer et enregistrer. Vers 11 heures, il surprit une autre conversation de Victoire. Celle-ci d'un ton très différent. Que veux-tu dire par la carte de crédit a été refusée? Siffla Victoire dans son téléphone. Réessai. J'ai besoin que ces décorations de fête soient livrées aujourd'hui. Il y eut une pause alors qu'elle écoutait. Non, je ne peux pas demander d'argent à Marc en ce moment. Il est en déplacement. Une autre pause. Parce que nous n'avons pas encore de compte joint. Il est ridiculement prudent avec son argent. J'y travaille. Marc haussa les sourcils. Donc,
Victoire avait des problèmes financiers qu'elle n'avait pas révélés. Intéressant. Écoute, Pierre, continua Victoire, s'adressant à ce que Marc supposait être son conseiller financier. Je n'ai pas épousé un milliardaire pour vivre avec un budget serré. Trouve une solution. C'est ton travail. Elle raccrocha brusquement. Juste avant 14 heures, Victoire appela Amara en bas. Marc se positionna près des fenêtres du salon, faisant semblant de préparer le terrain pour la livraison du sapin de Noël. Nous devons trier les décorations avant l'arrivée du sapin, dit Victoire à Amara. Va chercher les boîtes dans le grenier. Lesquelles? Demanda Amara. Toutes, répondit Victoire avec impatience. Marc regarda Amara descendre péniblement les escaliers du grenier avec un grand carton. Dans le salon, Victoire ouvrit la première boîte contenant les nouvelles décorations blanches et or qu'elle avait commandées. Celles-ci seront parfaites, dit-elle en sortant un ornement en cristal. Amara ouvrit une des boîtes plus anciennes et poussa un cri de joie. Regarde, les décorations de maman. Marc se rapprocha de la fenêtre. Il pouvait voir Amara sortir délicatement des ornements de Noël faits à la main, une minuscule empreinte de main en argile de son premier Noël, une étoile en bois peinte, et un ange en perles. Ma maman a fait ça quand elle était à l'hôpital, dit Amara en tenant l'ange en perles. Elle disait, les anges veillent sur nous quand on ne peut pas les voir. Victoire jeta un regard dégoûté aux ornements. Remets ça. Nous ne les utiliserons pas. Mais papa les met toujours sur le sapin, dit Amara, sa voix petite mais têtue. Cette année, nous avons un sapin sophistiqué, dit Victoire. Ces ornements sont bon marché et embarrassants. Non, ils sont spéciaux, dit Amara, sa voix se raffermissant. C'est ma maman qui les a faits. Le visage de Victoire se durcit. J'ai dit, range-les. Non, dit Amara en serrant la boîte contre sa poitrine. Quelque chose changea sur le visage de Victoire. Ses yeux se plissèrent et sa bouche se tordit en une ligne hideuse. Ta maman est morte, et plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. Elle arracha la boîte des mains d'Amara. Non, cria Amara en essayant de s'accrocher. Mais Victoire était plus forte. Ces horreurs ne vont pas sur mon sapin, dit Victoire en se dirigeant vers la cheminée. Elle ramassa l'ange en perles. C'est un déchet, et c'est là qu'il doit aller. Marc sentit ses mains se mettre à trembler. Il savait ce que Victoire s'apprêtait à faire. Elle allait brûler les ornements de Jasmine, des souvenirs irremplaçables qu'Amara chérissait. Amara pleurait maintenant. Vraiment. S'il te plaît, non. S'il te plaît. Victoire attrapa l'allume-feu. Ses intentions étaient claires. Marc ne pouvait plus attendre. Il était sur le point de faire irruption par la porte quand la sonnette retentit. Victoire s'arrêta, agacée par l'interruption. Qui cela peut-il bien être? Émilie, ouvrez. Émilie se dépêcha d'ouvrir la porte d'entrée. Devant elle se tenait Madame Mercier, l'ancienne nounou d'Amara. Madame Mercier, cria Amara en courant vers elle. Bonjour, ma douce, dit Madame Mercier en serrant Amara dans ses bras. Victoire posa la boîte d'ornements près de la cheminée. Que faites-vous ici? Je pensais que votre sœur était malade en Bretagne. Ma sœur est en parfaite santé dans le Maine, dit calmement Madame Mercier. Monsieur Chevalier m'a appelé et m'a demandé de revenir. C'est impossible, dit Victoire. Marc est à Genève. Pendant que Victoire était distraite, Amara attrapa discrètement la boîte d'ornements et courut à l'étage avec. Amara, cria Victoire, s'en apercevant trop tard. Rapporte ça tout de suite. Madame Mercier se plaça entre Victoire et les escaliers. Madame Lagrange, je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé dans cette maison. Ça suffit, Victoire, dit-il, sa voix calme mais chargée d'une menace sourde. Victoire se figea dans les escaliers, se retournant lentement pour lui faire face. Son expression passa rapidement du choc à la confusion, puis à la peur. Marc, qu'est-ce que... Comment as-tu? Elle regarda de Marc à son déguisement de jardinier et vice-versa. Tu m'espionnais. J'ai tout vu, Marc, dit-il, utilisant toujours la même voix contrôlée. Chaque mot cruel, chaque mensonge. Tu ne comprends pas, dit Victoire en passant rapidement à une expression larmoyante. Amara a été si difficile. J'essayais juste de créer un Noël magnifique pour nous tous. En brûlant les ornements faits à la main de ma défunte femme? Demanda Marc. En disant à ma fille que sa mère est juste morte et partie? En la faisant manger seule et en jetant ses dessins? Les yeux de Victoire s'écarquillèrent. Tu m'as observé tout ce temps? Comment as-tu pu ne pas me faire confiance? C'est ta réponse? Demanda Marc, incrédule.
Je te surprends en train de maltraiter ma fille et tu es contrarié que je ne t'ai pas fait confiance? La façade larmoyante de Victoire s'évanouit complètement. Son visage se transforma de rage alors qu'elle réalisait que sa comédie ne fonctionnait pas. Cette petite fille abîmée t'a enroulé autour de son petit doigt depuis que je suis arrivée, siffla-t-elle. Tu es pathétiquement accroché à ta femme morte, gardant sa mémoire vivante alors que tu aurais dû passer à autre chose. Marc regarda sa femme, la voyant enfin clairement pour la première fois. Fais tes valises, dit-il. Je te veux hors de cette maison ce soir. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. C'est ma maison aussi. C'est la maison de ma fille, répondit fermement Marc, et tu en as fait un lieu de peur pour elle. Marc sortit de sa poche le petit stylo caméra. J'ai enregistré tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Devrions-nous le regarder ensemble? Tu m'espionnais dans ma propre maison. Les yeux de Victoire s'écarquillèrent d'une indignation fabriquée. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux. Comment as-tu pu me faire ça? Je t'aime. J'aime Amara. Garde ta performance, dit Marc. J'ai vu comment tu changeais à la seconde où tu pensais que je ne regardais pas. Éloigne-toi de ma belle-fille. Elle n'est plus rien pour toi, dit Marc doucement. En bas, Marc lança une des vidéos sur son téléphone. La voix de Victoire remplit la pièce. Cette petite fille abîmée t'a enroulé autour de son petit doigt. Je ne jouerai pas à la maman pour le mioche d'une autre bien longtemps. Le visage de Victoire devint écarlate. Tu sors ça de son contexte. En voici une autre, dit Marc, lançant un enregistrement différent. Sa mère est morte. Plus tôt elle l'acceptera, mieux ce sera. Elle doit passer à autre chose, insista Victoire. Ce n'est pas sain de s'attarder sur le passé. Et ça? Marc joua un enregistrement de Victoire au téléphone avec son ami. La fête de Noël est ma chance de montrer à tout ce qui compte à Paris que je suis arrivé. Marc ne regarde même pas les factures. J'aurai enfin le statut que je mérite. Les larmes de Victoire disparurent alors qu'elle réalisait que sa comédie ne fonctionnait pas. Très bien. Alors, je n'aime pas jouer à la maman pour ta fille peau de colle. Ça ne fait pas de moi un monstre. Ça ne fait pas de toi une épouse ou une belle-mère non plus, dit Marc. Fais tes valises. Mes avocats te contacteront demain pour le divorce. Divorce? Victoire rit froidement. Nous avons un contrat de mariage, Marc. Je n'obtiens que très peu si tu divorces de moi sans motif. L'abus émotionnel de mon enfant est un motif plus que suffisant, répondit Marc. Les yeux de Victoire se plissèrent. Bonne chance pour prouver ça au tribunal. Ce sera ma parole contre celle d'une fillette de 7 ans. Qui penses-tu que le juge croira? Un enfant clairement encore traumatisé par la mort de sa mère, ou moi, sa belle-mère inquiète? C'est pourquoi j'ai rassemblé des preuves, dit Marc en brandissant le stylo caméra. J'ai des heures d'enregistrement, et je ne suis pas le seul. Emily S. avance. Les caméras de sécurité de la cuisine ont tout filmé, Madame Lagrange. J'ai sauvegardé toutes les séquences. Victoire se tourna vers Émilie avec fureur. Petite espionne. Je m'assurerai que tu ne travailleras plus jamais à Paris. Ça suffit, dit Marc fermement. Émilie a été la seule à veiller sur Amara à part Madame Mercier. Elle ne va nulle part, toi si. Tu le regretteras, menaça Victoire. Je dirai à tout le monde quel mari paranoïaque et contrôlant tu es, comment tu as espionné ta propre femme, comment tu ne t'es jamais remis de ta première femme et m'as préparé à l'échec. Marc resta calme. C'est avant ou après que les gens entendent ça. Il joua un autre enregistrement, cette fois-ci de l'appel téléphonique de Victoire avec son conseiller financier. Je n'ai pas épousé un milliardaire pour vivre avec un budget serré. Trouve une solution. C'est ton travail. Pour la première fois, Victoire parut vraiment déstabilisée. Tu as enregistré mes conversations privées. Seulement celles qui ont eu lieu dans ma maison, autour de ma fille, répondit Marc. Maintenant, je vais le dire une dernière fois. Fais tes valises et pars. 30 minutes plus tard, Victoire descendit les escaliers avec une grande valise. Émilie la suivait de près, observant attentivement. Mon chauffeur viendra chercher le reste de mes affaires demain, dit froidement Victoire. Je suppose que c'est acceptable. Ton chauffeur peut se coordonner avec mon équipe de sécurité, répondit Marc. Ils superviseront l'emballage et le retrait de tes effets personnels uniquement. Victoire rit amèrement. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Te déguiser en jardinier, surprendre la méchante belle-mère en flagrant délit. Ce n'est pas un jeu, Victoire, dit Marc. C'est la vie de ma fille, son bonheur, son sentiment de sécurité. Des choses que j'ai bêtement mises en péril en me précipitant dans ce mariage avec toi.
Épargne-moi le numéro du père dévoué, claqua Victoire. Si tu étais si dévoué, tu ne travaillerais pas 70 heures par semaine en la laissant avec une nounou. L'accusation fit mouche, et Marc tressaillit légèrement. Victoire sourit, voyant qu'elle avait trouvé un point sensible. C'est ça, insista TL. Tu te sens coupable parce que tu sais que tu as été un père absent. C'est pourquoi tu surcompenses. C'est pourquoi tu maintiens en vie le souvenir de ta femme morte au lieu de laisser cet enfant aller de l'avant. Sors, dit Marc doucement. Avec plaisir, répondit Victoire en ramassant sa valise. Mais souviens-toi de ça, Marc. J'ai des amis dans cette ville. Des amis importants. Ce ne sera pas le divorce propre et discret que tu espères. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Et juste pour que tu le saches, ta précieuse fille a tout vu. Elle t'a regardé choisir le travail plutôt qu'elle, encore et encore. Elle sait exactement quel genre de père tu es vraiment. Avec cette dernière pique, Victoire sortit, fermant fermement la porte derrière elle. Je suis tellement désolée, Amara, dit finalement Marc, sa voix douce. J'ai fait une erreur en faisant entrer Victoire dans nos vies. Elle ne m'aimait pas, murmura Amara en baissant les yeux sur la boîte d'ornement. J'ai essayé d'être sage. Oh, ma chérie, dit Marc, le cœur brisé. Tu es sage. Tu es parfaite, telle que tu es. Rien de tout cela n'était de ta faute. Amara leva les yeux vers lui, le doute dans le regard. Est-ce que Victoire est partie à cause de moi? Non, dit Marc fermement. Victoire est partie à cause de Victoire. À cause de qui elle est et de ce qu'elle a fait, pas à cause de quoi que ce soit que tu aies fait. Je savais que c'était toi, dit soudain Amara. Le jardinier. Tu as les mêmes yeux. Malgré tout, Marc sourit. Tu es très intelligente. J'aurais dû savoir que je ne pourrais pas te tromper. Pourquoi t'es-tu déguisée comme ça? Demanda Amara. J'ai remarqué que tu n'étais pas heureuse, expliqua Marc. Et je voulais savoir pourquoi. J'étais inquiet pour toi. Amara resta silencieuse un moment, réfléchissant. Victoire était gentille quand tu étais là, différente quand tu n'étais pas là. Je le sais maintenant, dit Marc. Et je suis tellement désolée de ne pas l'avoir vue plus tôt. Elle a enlevé les photos de maman, dit Amara. Elle disait qu'elle prenait la poussière, mais elle ne les a jamais remises. Marc hocha la tête. Je les ai trouvées dans le grenier. Nous pouvons toutes les remettre ce soir si tu veux. Le visage d'Amara s'illumina légèrement. Vraiment? Vraiment, promit Marc. Et nous pourrons à nouveau accrocher tes dessins sur le réfrigérateur et mettre les ornements de ta mère sur le sapin de Noël quand nous le décorerons. Victoire a dit qu'on ne pouvait pas, dit Amara. Elle a dit qu'ils étaient laids. Ils sont magnifiques, dit Marc. Parce que ta maman les a fait avec amour, et ils iront sur notre sapin, juste devant. Amara ouvrit délicatement la boîte d'ornements et sortit l'ange en perles. C'était le préféré de maman. Elle l'a fait quand ses mains lui faisaient mal à cause des médicaments. Marc déglutit difficilement, se souvenant de Jasmine travaillant sur cet ornement dans son lit d'hôpital, déterminée à laisser quelque chose de beau pour sa fille. Il est parfait, réussit-il à dire. Et il aura la meilleure place sur le sapin. Après le dîner, Marc passa un appel important. Sarah, c'est Marc. Je dois prendre un congé sabbatique de l'entreprise. Sarah Martinez, sa directrice des opérations, parut surprise. Tout va bien? Non, répondit honnêtement Marc. Mais ça ira. Urgence familiale. Je dois être à la maison avec Amara pendant un certain temps. Bien sûr, dit Sarah. De combien de temps as-tu besoin? Au moins un mois, dit Marc. Peut-être plus. Peux-tu gérer la présentation de Londres la semaine prochaine? Absolument, l'assura Sarah. L'équipe et moi pouvons tout gérer. Concentre-toi sur Amara. Merci, Sarah. Je prendrai des nouvelles régulièrement, mais tu as toute autorité pour prendre des décisions en mon absence. En raccrochant, Marc ressentit un étrange sentiment de soulagement. Pendant trop longtemps, il avait essayé d'équilibrer son rôle de PDG et de père, souvent au détriment de ce dernier. Plus maintenant. Il retourna trouver Amara dans le salon avec Madame Mercier et Émilie. Papa, on peut remettre les photos de maman maintenant? Oui, absolument, dit Marc. Laissez-moi les chercher dans le grenier. Marc monta les escaliers jusqu'au grenier et récupéra les boîtes que Victoire avait cachées. En les descendant dans le salon, il eut l'impression de se réapproprier l'histoire de sa famille. Ensemble, tous les quatre passèrent la soirée à restaurer la présence de Jasmine dans la maison. Ils accrochèrent des photos au mur, placèrent des cadres sur les tables d'appoint et exposèrent les œuvres d'art d'Amara sur le réfrigérateur. Au moment où ils eurent terminé,
la maison ressemblait à nouveau à un foyer. Marc réalisa à quel point elle était devenue stérile sous l'influence de Victoire, comment elle avait systématiquement effacé la mémoire de Jasmine, et avec elle une partie de l'identité d'Amara. « Papa », dit Amara alors que Marc terminait l'histoire. « Pourrons-nous encore fêter Noël avec les décorations de maman sur le sapin ? Nous allons avoir le meilleur Noël de tous les temps, promit Marc. Avec chaque ornement que ta mère a fait à une place spéciale sur notre sapin. Et pourrons-nous faire des biscuits comme maman et moi ? Demanda Amara, ses yeux s'alourdissant de sommeil. Absolument, dit Marc. Nous ferons tellement de biscuits que nous ne saurons plus quoi en faire. Amara sourit, ses yeux se fermant. Je suis contente que Victoire soit partie, murmura-t-elle. Moi aussi, ma chérie, dit doucement Marc. Moi aussi. Il lui embrassa le front et quitta tranquillement la chambre, laissant la porte entr'ouverte comme Amara l'aimait. Dans le couloir, il prit une profonde inspiration. Il y aurait des batailles à venir, juridiques et autres. Mais pour la première fois depuis des mois, son chemin était clair. Sa fille avait besoin de lui, et rien n'était plus important que cela. Le téléphone de Marc vibra dans sa poche. Il le sortit pour vérifier l'écran et fronça les sourcils en voyant le SMS de son avocat. L'avocat de Victoire a appelé. Elle exige la moitié de tout et menace de rendre publiques des histoires préjudiciables sur vous à moins que nous ne réglions à l'amiable. L'article présentait une photo de Victoire l'air larmoyant et vulnérable à côté d'une photo peu flatteuse de Marc l'air en colère, prise lors d'un événement professionnel des années auparavant. La mâchoire de Marc se serra. La bataille se déplaçait maintenant sur la scène publique, exactement comme Victoire l'avait menacé. Mais avec Amara dormant paisiblement à l'étage, Marc était plus certain que jamais qu'il se battrait de toutes ses forces pour protéger sa fille de tout mal supplémentaire. « Papa, pourquoi ces gens sont-ils devant notre maison ?» demanda Amara en descendant pour le petit déjeuner. Marc la guida doucement loin de la fenêtre. « Certaines personnes s'intéressent à notre famille en ce moment, mais ne t'inquiète pas pour elles. Elles ne peuvent pas entrer. » « Est-ce à cause de Victoire ?» demanda Amara. « Oui, » répondit honnêtement Marc. « Mais tu n'as pas besoin de penser à ça. Aujourd'hui, nous allons chercher un sapin de Noël. Tu te souviens ?» Le visage d'Amara s'illumina. Après l'appel, Marc rédigea une simple déclaration. « Ma principale préoccupation est le bien-être de ma fille. Je répondrai à ces allégations de manière appropriée par les voies légales, tout en protégeant sa vie privée. » Au même moment, à la télévision du salon, le visage de Victoire apparut soudainement. Elle était dans une émission matinale, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. « J'ai essayé si fort d'être une bonne belle-mère, » disait Victoire. « Mais c'était difficile avec un enfant si perturbé. Amara ne m'a jamais accepté malgré tous mes efforts. » Marc serra les poings. « Elle s'attaque à ma fille maintenant. C'est franchir la ligne. » Le téléphone de Marc sonna de nouveau. C'était Robert, le frère de Victoire. « Je viens de voir l'interview de ma sœur, » dit Robert. « Je suis dégoûté. J'ai accepté de donner une déclaration à un grand journal pour contredire sa version des faits. Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Marc. « C'est ta sœur. »« Une sœur qui ment et manipule les gens depuis toujours, » répondit Robert. « Il est temps que quelqu'un lui tienne tête. » En début d'après-midi, l'interview de Robert fut publiée. Il contestait directement le portrait dressé par Victoire, décrivant son passé de comportement manipulateur et déclarant qu'il croyait entièrement au récit de Marc. L'histoire évoluait d'heure en heure. Plusieurs membres du personnel de la maison s'étaient également manifestés pour soutenir Marc. Tout au long de la journée, Marc s'efforça de protéger Amara du cirque médiatique. Ils restèrent à l'intérieur, préparant des biscuits et planifiant les décorations de leur sapin. En fin d'après-midi, Marc reçut une autre nouvelle inattendue. L'équipe de sécurité signala une voiture à la grille avec les parents de Jasmine, Georges et Léonore. « Laissez-les entrer immédiatement », ordonna Marc. Quelques minutes plus tard, il accueillait ses anciens beaux-parents à la porte. Éléonore le serra fort dans ses bras. « Nous avons vu les nouvelles, » dit-elle. « Nous avons pris le premier avion. Nous savons que cette femme ment, » ajouta fermement Georges. « Nous sommes là pour vous soutenir, toi et Amara. Mamie, papi. » Amara accourut en entendant leur voix. Éléonore s'agenouilla et ouvrit les bras, attrapant Amara dans une chaude étreinte. Plus tard dans la soirée, le téléphone de Marc sonna. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Chevalier, ici Daniel Parker. J'étais l'assistante personnelle de Victoire. J'ai démissionné il y a 3 mois. » La femme semblait nerveuse. « J'ai vu les nouvelles aujourd'hui et j'ai des enregistrements de Madame Lagrange. Vous devez les entendre. »
Quel genre d'enregistrement? Des conversations où Madame Lagrange discute explicitement de son mariage avec vous pour votre argent, répondit Daniel. Et des commentaires très dérangeants sur votre fille. Le lendemain matin, à 9 heures précises, une jeune femme nerveuse fut escortée jusqu'à la porte d'entrée. Merci d'être venu, dit Marc en la conduisant à son bureau où Jacques et son avocat, Benjamin, attendaient. Daniel posa une petite clé USB sur le bureau. Tout est là-dessus. Le premier enregistrement commença. Je suis noyé sous les dettes, Daniel. La voix de Victoire était limpide. Ce mariage avec Marc Chevalier est ma solution financière. Il vaut des milliards, pour l'amour de Dieu. Je dois juste jouer la parfaite épouse, jusqu'à ce que je puisse accéder à plus de ses comptes. Ils écoutèrent d'autres enregistrements. Dans l'un d'eux, Victoire se plaignait d'Amara. Je ne supporte pas sa gamine de fille, toujours à se morfondre avec des photos de sa mère morte. C'est pathétique, mais je dois faire semblant de m'en soucier jusqu'à ce que mon nom figure sur plus de ses actifs. Quand Daniel s'interrogea sur l'éthique de cette approche, la réponse de Victoire fut glaçante. L'éthique, c'est pour les pauvres, Daniel. Je planifie ça depuis des mois. Marc est si désespéré d'avoir une figure maternelle pour sa fille qu'il ne voit pas ce qui est juste devant lui. Quand le dernier enregistrement se termina, la pièce était silencieuse. Puis Benjamin prit la parole. Ces enregistrements sont exactement ce dont nous avons besoin. Ils prouvent la préméditation et la fraude. Je demande une audience d'urgence immédiatement. En fin de journée, la tendance de l'opinion publique avait déjà commencé à s'inverser. La société de Marc, dont l'action avait chuté de manière significative la veille, commença à se stabiliser. Au milieu de cette bataille extérieure, Marc resta concentré sur Amara. Avec la présence de ses grands-parents, elle montrait plus de signes de rétablissement. Maintenant, on peut décorer pour Noël? Demanda Amara après le déjeuner. Puisque mamie et papy sont là pour aider. C'est une merveilleuse idée, acquiesça Marc. Ensemble, Marc, Madame Mercier et les parents de Jasmine sortirent les boîtes de décoration. Marc s'assura que les ornements faits à la main par Jasmine soient au premier plan. Regarde, mamie, Amara brandit l'ange en perles. Maman a fait celui-ci. Il ira à la place d'honneur sur le sapin. Éléonore essuya une larme. Il est magnifique, ma chérie, tout comme l'était ta maman. Alors qu'il transformait la maison, le téléphone de Marc sonna. C'était Benjamin. Excellente nouvelle, Marc. Le juge a accordé l'ordonnance de restriction d'urgence. Il est légalement interdit à Victoire de parler publiquement d'Amara, et le tribunal a temporairement gelé son accès à tous vos comptes en attendant l'issue de la procédure de divorce. Alors que l'après-midi avançait, plusieurs médias qui avaient initialement relayé l'histoire de Victoire commencèrent à publier des comptes rendus plus équilibrés, notant les preuves émergentes contredisant ces affirmations. Et 3 autres anciens membres du personnel de la maison se sont manifestés pour soutenir votre version des faits. En fin de journée, Marc reçut la notification que Victoire avait annulé son apparition prévue dans une émission matinale nationale. Il semblait qu'elle battait enfin en retraite, du moins temporairement. Le chemin à parcourir comporterait encore des défis, mais avec Amara protégée par l'ordonnance du tribunal et l'opinion publique qui tournait, ils avaient franchi un seuil important. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, ils se rendirent emmitouflés dans une sapinière à la campagne. Ils passèrent 1 heure à déambuler parmi les rangées d'arbres. Finalement, Amara s'arrêta devant un grand sapin phrasé. « Celui-ci, déclara-t-elle. Il est parfait. Il est parfait. Bon choix, Amara. » Le téléphone de Marc sonna. C'est Benjamin. Le juge a fixé notre audience complète pour mardi prochain. Avec les preuves que nous avons, je suis confiant que nous obtiendrons une ordonnance de restriction permanente contre Victoire et une décision favorable sur le divorce. De retour à la maison, ils installèrent l'arbre dans la grande baille vitrée du salon. Maintenant, la meilleure partie, annonça Marc en avançant la boîte contenant les ornements faits à la main de Jasmine. Un par un, ils accrochèrent les précieuses décorations sur l'arbre. Marc souleva Amara pour qu'elle puisse placer l'ange en perles sur l'une des plus hautes branches. « Peux-tu le voir depuis le ciel, maman ?» murmura Amara. Marc déglutit difficilement, retenant ses larmes. La conversation fut interrompue par un bruit fort venant de l'extérieur. Jacques se précipita dans la pièce. « Intrusion à la grille », rapporta-t-il sèchement. Quelqu'un essaie de forcer le passage. « Cynthia ?»« Oui », confirma Jacques. Les images de la caméra montrent sa voiture. Elle semble être en état d'ivresse et exige d'entrer. Maintenez-la à l'extérieur, ordonna Marc. Appelez la police si nécessaire. Déjà fait.
Des agents sont en route. Marc regarda 2 policiers s'approcher de la voiture de Victoire. Après une brève conversation, elle s'éloigna, suivie par une voiture de police. Marc expira de soulagement. Dieu merci. Avec cette violation de l'ordonnance de restriction documentée, dit Jacques, Benjamin aura un dossier encore plus solide mardi. Marc hocha la tête. Je veux juste que ce soit fini, pour le bien d'Amara. En retournant au salon, Marc contempla le sapin de Noël avec tous les ornements de jasmine fièrement exposés. Malgré la dernière tentative désespérée de Victoire de perturber leur paix, elle avait échoué. La maison était à nouveau remplie d'amour, de souvenirs et d'espoir pour l'avenir. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir-là, Marc était certain qu'il y ferait face ensemble, en famille. L'histoire de Marc et Amara nous rappelle que la vérité, comme l'amour, finit toujours par trouver son chemin, même à travers les hivers les plus sombres. Et parfois, les trésors les plus précieux ne sont pas faits d'or ou de diamants, mais des souvenirs que nous nous battons pour préserver.